y a des fois, vous savez, quand on ouvre les livres d'histoire, qu'on voit des guerres, qu'on voit des massacres, qu'on voit des crimes, oui, on sait, mais on n'incarne pas. Quand on arrive à Mayet et qu'on se retrouve à discuter avec des rescapés, là, d'un seul coup, ça s'incarne. Il y a une phrase qui s'arrête en plein milieu et le regard qui se détourne, et tout ça, ça vous prend aux tripes. Tout ça, ça vous prend aux tripes. Le patrimoine se raconte dans Terhistoire, une collection de podcasts produite par la région Centre-Val de Loire et réalisée par Lisa et Jérémy Thomas. On est ravis de vous retrouver pour une deuxième saison de Terhistoire. On va continuer sur ce podcast à rencontrer et vous faire entendre toutes celles et ceux qui découvrent, étudient et font connaître le patrimoine en Centre-Val de Loire. Et pour ce nouvel épisode, on vous emmène à Mayet, un petit village d'Indre-et-Loire, dans le sud Touraine, à la découverte d'un lieu de mémoire, la Maison du Souvenir. Sa mission essentielle est de ne jamais oublier ce qu'il s'est passé ici, dans ce village, il y a plus de 80 ans. Le matin du 25 août 1944, le jour même de la libération de Paris, une division de soldats allemands entre dans Mayet et massacre 124 de ses habitants. C'est une tuerie de masse, organisée et planifiée, puisque le village est ensuite incendié, puis bombardé, pour ne laisser aucune trace. Après la guerre, la commune va se reconstruire, petit à petit, sur les ruines de ce massacre. Mais au vu du traumatisme vécu, il est difficile pour les survivants d'en parler. Et comme personne ne demande, personne ne témoigne. Ce silence va durer près de 50 ans. Jusqu'à la création, au milieu des années 90, de l'Association pour le souvenir de Mayet. Et puis l'ouverture, à l'initiative de la municipalité, 10 ans plus tard, de la Maison du Souvenir. Un projet soutenu, dès le départ, par la région Centre, soucieuse d'accompagner les lieux de mémoire. Sur place, nous sommes allés rencontrer 3 personnes qui font vivre cette maison avec passion et engagement. Saison 2, épisode 2, la Maison du Souvenir à Mayet. Donc là, on arrive au cimetière. Et c'est dans le cimetière qu'il y a le monument qui commémore vraiment avec la liste exhaustive des victimes, le massacre du 25 août. Michael Cortot, président de l'association pour le souvenir de Mayet. Et pourquoi c'est important qu'on vienne là aujourd'hui, c'est que ce monument-là a été inauguré pour les 40 ans du massacre. C'est-à-dire que pendant 40 ans, il n'y avait quasiment rien qui commémorait cela. En fait, il y avait une plaque de bois peinte évoquant le massacre qui était installé dans le cimetière et rien de plus. Et sans la liste des victimes. Et c'est incompréhensible aujourd'hui, on a même du mal à l'expliquer, le fait que pendant 40 et même 50 ans, la parole s'est tue. Il y avait une commémoration formelle chaque année à l'occasion du 25 août avec les familles des victimes et des rescapés et quelques officiels, mais rien de plus. Peut-être ça peut s'expliquer par le fait que le village était reconstruit sur lui-même, mais quelque part, en effaçant les traces physiques du massacre, on a peut-être envoyé un message involontairement d'effacement du massacre. Et je pense aussi qu'on est un peu sur ce qui s'est passé à l'échelle nationale dans l'après-guerre, avec ensuite derrière les 30 Glorieuses, la question de ne pas vivre en permanence le regard dans le rétroviseur, si je puis dire. Et ça, c'est ce qui fait que d'un seul coup, on remet le couvercle et plus personne ou presque ne parle, mis à part entre eux une fois dans l'année à l'occasion de la commémoration du 25 août. Mais en tout cas, pendant 40 ou 50 ans, la parole s'est tue, les familles des victimes et des rescapés ont très peu parlé et il a fallu attendre que les archives départementales travaillent sur une exposition pour les 50 ans, relatant ce qui s'est passé ici. Et c'est ce rappel à l'histoire qui fait que d'un seul coup, les familles se disent c'est maintenant, on va parler.
Et c'est là aussi où on s'aperçoit que des familles se mettent à parler entre elles et expliquer leur 25 août. Et du coup, l'association, elle se crée pour faire connaître le massacre, pour inciter les gens à parler, pour améliorer la connaissance du massacre. Et ce travail va aboutir 10 ans après à l'ouverture de la Maison du Souvenir, parce que c'est ce qu'on doit aux victimes, à leurs familles, aux rescapés, faire connaître le massacre. Voilà. Que le plus grand nombre de personnes sachent que pendant qu'on libérait Paris, 124 hommes, femmes et enfants ont été massacrés dans ce petit village du sud Touraine. Voilà. On leur doit pour leur mémoire. On est ici devant notre lieu de mémoire consacré au massacre du 25 août 44, lieu qui n'est pas installé n'importe où, donc il est au cœur du bourg de Maillé. Romain Taillefer, directeur de la Maison du Souvenir. Et les salles d'exposition sont installées dans un ancien café, Café Métais, qui était un des rares bâtiments à avoir échappé à la destruction le 25 août 44. Et au cœur de ce lieu de mémoire, on a le cellier, la réserve du café où ont été massacrées 5 personnes. Voilà, c'est ce qui a fait que la Maison du Souvenir a pris place dans ce lieu, c'est que c'est un des rares lieux témoins du drame et en plus un des lieux où un des espaces où des personnes ont été tuées. Donc le rôle de la Maison du Souvenir, c'est un rôle évidemment de transmission de cette histoire, raconter et faire connaître ce drame à tous les publics, toutes les générations. C'est en février 2006 que la Maison du Souvenir a ouvert ses portes pour la première fois. Aujourd'hui, le lieu comprend près de 200 mètres carrés de salles d'exposition, un auditorium qui accueille des conférences et des projections, et puis une salle pédagogique pour comprendre, en complément de la visite, le contexte, les idéologies et les mécanismes qui ont mené au massacre de Maillé. Car le 25 août 1944, ce sont bien des esprits fanatiques et manipulés par le régime nazi qui ont perpétré ce massacre. Donc Maillé, c'est un village-rue qui est bordé, traversé par une ligne de chemin de fer, la ligne Bordeaux-Paris, et qui est à peine 2 km de la route principale à cette époque, qui est la route nationale 10 qui relie Tours à Poitiers, Paris-Bordeaux. Et puis à 1 km du village de l'autre côté, on a un camp militaire français, mais qui est occupé par les Allemands pendant toute la période de guerre, avec 300 soldats allemands qui vont vraiment cohabiter avec la population du village. Et pendant toute la durée de l'occupation, il n'y a pas eu de tension particulière entre les habitants de Maillé et les soldats qui occupaient le camp de Nouâtre. On va avoir quand même quelques actions de résistance à partir du printemps, de l'été 44, quelques actions de résistance autour du village, notamment des sabotages qui vont être effectués sur la ligne de chemin de fer, 3 sabotages au mois d'août 1944, qui vraiment vont être faits à proximité immédiate des premières habitations du bourg. Et puis la veille du massacre, une fusillade entre des résistants et 2 véhicules allemands qui passaient à proximité du village. On ne connaît pas le bilan de cet échange de coups de feu. La rumeur, pendant longtemps, a dit qu'il y a un officier allemand qui aurait été tué. Nous, à la Maison du Souvenir, l'hypothèse que l'on défend, c'est qu'il n'y a pas eu de mort dans cet échange de coups de feu, puisque la seule preuve que l'on ait, c'est qu'on a un soldat allemand qui a été blessé et soigné le soir à Sainte-Maure-de-Touraine. Et en vrai, on n'en sait pas plus, en fait, sur cette fusillade, donc, qui a lieu dans ce secteur-là, à quelques centaines de mètres au nord du bourg. Et donc le matin du 25 août, le groupe qui a fait le massacre de Maillé, donc c'est un Fellersatz-bataillon SS de la 17e Göttwan-Berlichingen, pour faire simple, un bataillon de réserve d'une unité Waffen-SS. C'est un groupe qui va cacher ses véhicules dans les bois ici, très tôt le matin, des bois qui sont à quelques centaines de mètres du village. Ils se mettent en place dès 7h30. Et puis aux alentours de 9h, ce groupe de soldats allemands va commencer à marcher vers le village, au pas, armes à l'épaule. Ils vont passer une première fois devant 2 fermes qui marquent l'entrée du bourg, et puis arriver aux premières habitations, ils vont se répartir en plusieurs petits groupes. Certains vont faire demi-tour et massacrer les habitants des premières fermes devant lesquelles ils viennent de passer. Et puis le gros de cette unité va rentrer dans le bourg de Maillé, et de manière systématique, ils rentrent dans toutes les maisons, ils vont massacrer toutes les personnes qu'ils voient. Donc les hommes, les femmes, les enfants, les bébés aussi sont systématiquement abattus. Ils vont mettre le feu au bâtiment au fur et à mesure de leur progression, et massacrer l'ensemble des animaux dans les champs. Voilà, tout ce qui bouge est systématiquement abattu pendant toute la matinée. Ils font ça jusqu'à la moitié du bourg à peu près. Arrivés à la moitié du bourg, ils vont tourner, ils vont quitter le village en massacrant les habitants de 2 fermes qui se trouvaient sur leur passage. Ils retournent à leur véhicule et ils repartent vers Châtellerault d'où ils venaient. Alors au moment où ils évacuent le village, on est en toute fin de matinée, midi et demi, ce qui fait qu'à 13h, il n'y a plus de soldats allemands dans le bourg et on a la moitié du village qui est incendié. Ils se sont arrêtés à la moitié, il y a toute une partie qui semble avoir été épargnée.
Et puis à partir de 14h, il y a un canon que les Allemands avaient positionné sur une colline voisine qui va commencer à pilonner le bourg et qui lui va détruire l'intégralité du village, c'est-à-dire à la fois la partie qui était déjà en flammes, mais aussi cette partie nord du bourg qui n'avait pas été touchée. Ça montre qu'il n'y avait pas une volonté d'épargner une partie du village plutôt qu'une autre. On suppose même depuis 2019, ça c'est le fruit de recherches récentes, qu'il y a un signal qui aurait été envoyé de la pièce d'artillerie pour faire comprendre aux soldats qu'il était temps d'évacuer pour que le canon puisse commencer à tirer sans risquer de blesser ses propres troupes. Et pendant toute cette opération, donc le matin pendant le massacre et l'après-midi pendant les tirs, le village était entièrement encerclé par d'autres unités allemandes, donc des soldats qui venaient de Sainte-Maure-de-Touraine, des soldats qui venaient de Nouâtre, qui empêchaient tout secours d'intervenir, qui empêchaient évidemment la population de s'enfuir, et qui empêchaient aussi les gens de venir voir ce qui se passait. Et en fait, ces soldats tout autour du village vont quitter la zone seulement le 26 août, en toute fin de matinée. C'est-à-dire que le village est verrouillé pendant plus de 24 heures. Ça fait que toute personne qui aurait été blessée grièvement pendant la matinée du 25 août, les gens succombaient à leurs blessures avant d'avoir pu être soignés. On est en 2025. On ne sait que depuis quelques années précisément ce qui s'est passé. Mais c'est le fait que la parole se soit libérée, le fait qu'il y ait eu cette exposition, le fait qu'il y ait la création de la Maison du Souvenir, par exemple, c'est ça qui est un élément déclencheur. On en parle en Allemagne, et comme il n'y a pas de prescription en Allemagne sur les crimes de guerre, on a un procureur allemand qui vient à Maillé, en 2008, enquêter et essayer de trouver ce qu'il s'est passé côté allemand à Maillé. Et comprendre que c'était bien une division SS qui, ce jour-là, est venue à Maillé. Michael Cortot, président de l'association pour le souvenir de Maillé. Pendant de nombreuses années, on a pensé que c'était des éléments de la Wehrmacht. Non, c'était pas de simples soldats. C'est une division SS qui est venue faire le travail qui lui avait été confié à Maillé. Et chaque 25 août, lors de la cérémonie, on fait la lecture des 124 noms et prénoms et des âges des victimes. On s'aperçoit qu'il y a des familles qui ont été décimées le 25 août. Et se dire que malgré tout, la vie a continué. Il a fallu se reconstruire derrière. C'est ça aussi qui fait partie du choc émotionnel. C'est que les gens ont réussi à dépasser ça. Et ils ont tellement réussi à le dépasser que ça fait maintenant plusieurs années que chaque année, à l'occasion de la commémoration du 25 août, il y a des délégations allemandes présentes. On a commémoré l'année dernière les 80 ans. Il y a eu des prises de parole en allemand à l'occasion de cette commémoration du 80e anniversaire. Voilà, on a réussi à dépasser, à comprendre, à faire preuve de résilience aussi dans cette affaire-là. Alors donc le 80e anniversaire, effectivement, c'était une date qu'on avait cochée, les équipes de la Maison du Souvenir, les équipes du conseil municipal. On voulait absolument répondre à l'émotion attendue. Le 25 août 2024 avaient donc lieu les commémorations pour les 80 ans du massacre. Une cérémonie émouvante, riche en symboles et porteuse d'espoir. Une journée que Jean-Jacques Roy, le maire du village, n'est pas prêt d'oublier. Alors au départ, on a déjà la délégation allemande une délégation allemande, Friedhelm Boll, qui est un fidèle depuis quelques années, qui vient ici régulièrement et qui est un grand artisan des échanges franco-allemands. Et nous a dit, écoutez, moi j'ai un évêque qui peut très bien partager la messe avec l'archevêque de Tours. Donc cette messe a été célébrée par l'archevêque de Tours et l'évêque de Mayence. Donc à la messe, tout à la fois on avait envisagé un grand écran, parce qu'on s'était dit voir du monde, notre église est trop petite. Et puis le père Marot de l'île Bouchard, il nous a dit, écoutez, mais pourquoi vous faites pas une messe en plein air? Alors, du coup, c'est peut-être une bonne idée. Alors donc du coup on est parti avec cette idée-là en plein air, superbe temps, super moment. Et après la messe, il y a eu un repenti de l'évêque allemand. Il a exprimé tous ses regrets de cette barbarie nazie. Il a employé des mots forts, très forts. Il a exprimé sa honte du peuple allemand envers la France, envers ce village. C'était quelque chose de très fort, qui a été apprécié des survivants et de leurs familles. Ensuite, on s'est dirigé vers le square, et là intervenait une personne rescapée du massacre de Maillé, famille de Maillé, qui avait eu la chance cette journée-là de ne pas être là.
c'était en vacances. Donc elle nous a fait un récit poétique de l'avant. Avant le drame, pendant le drame, et après. Qu'est-ce qui reste après? Ensuite, on s'est dirigé vers le monument des cheminots. Et là est intervenu, alors là, avec une force incroyable, un petit-fils de rescapé, de fusillé, des cheminots. Et là, avec force, il a décrit plein de puissance, C'était brutal, mais c'est tout à la fois la réalité, évidemment. On ne peut pas vivre que dans la poésie. Je crois que la brutalité, elle était bien présente. Et là, il l'a bien décrit, et vraiment, c'est une partie importante. Et puis ensuite, on s'est dirigé vers donc, le cimetière, donc recueil au mémorial, dépôt de gerbes, lecture de toutes les victimes. Alors, donc en présence cette année du ministre de l'Agriculture, parce que après maintes et maintes demandes, notamment au président de la République, Emmanuel Macron que j'ai croisé à Oradour, avec qui j'ai pu discuter, Gabriel Attal que j'ai rencontré à La Riche, mais bon, ils me répondent tous la même réponse, comme ils l'ont fait pendant des années. Eh bien écoutez, mais le 25 août, c'est la libération de Paris. Voilà, donc voilà, on est toujours un petit peu en dessous. Pendant les 15 ou 20 premières années d'existence, tout le travail de la première séquence de vie de la Maison du Souvenir, c'était d'abord et avant tout faire connaître le massacre. Et aujourd'hui, on rentre dans un deuxième temps, c'est que à partir de ce massacre qui est maintenant connu, l'ouverture de la Maison du Souvenir et la médiatisation et le fait que la parole se libère nous permet maintenant de savoir précisément ce qui s'est passé le 25 août, mais on en a la certitude que depuis quelques années seulement. Et aujourd'hui, en 2025, notre rôle, c'est d'ouvrir les consciences pour que chacun comprenne que les mécanismes qui ont conduit au massacre du 25 août 1944 à Mayet, ils peuvent se reproduire à l'occasion de conflits, y compris en 2025, ailleurs dans le monde. Ces mécanismes-là, ils sont toujours à l'œuvre. La manipulation des esprits, l'embrigadement, la désinformation, ce sont des mécanismes qui sont toujours à l'œuvre. Les nouvelles missions de la Maison du Souvenir sont mises en application dans la salle pédagogique, un espace de réflexion, après la visite, qui permet d'étudier, entre autres, le sort des populations civiles en temps de guerre, la désinformation ou les dangers des idéologies radicales. C'est ici que nous avons retrouvé Romain Taillefer, directeur de la Maison du Souvenir, et Jean-Jacques Roy, maire du village. L'occasion pour eux d'évoquer avec nous ce qui leur semble essentiel de transmettre aux générations futures. Donc tous les ans, on accueille plus de 4000 élèves à la Maison du Souvenir qui viennent découvrir évidemment l'histoire de Mayet, travailler sur la Seconde Guerre mondiale. Mais lorsqu'on arrive dans cet espace, la salle pédagogique de la structure, on leur propose de travailler plus spécifiquement sur des thématiques qu'on leur propose. Donc ça peut être un travail sur la propagande, un travail sur des facsimilés de documents pour les amener à faire un travail d'historien dans la recherche d'identification des coupables du massacre. Et puis on a aussi donc cet atelier qui est visible derrière moi, cet atelier consacré aux fake news. Et ce qui est assez rigolo, c'est je pense à cet établissement de Haute-Marne qui est venu une fois totalement par hasard. Maintenant ils reviennent tous les ans parce qu'en termes de pédagogie, ils trouvent que le travail qui est fait à la Maison du Souvenir est unique. Ils ne l'ont pas trouvé dans un seul lieu de mémoire. Une réflexion sur la violence telle qu'on l'amène ici. Disons, on n'a pas trouvé d'autres endroits qui travaillent de cette façon. Donc je ne sais pas si c'est efficace auprès des élèves. En tout cas, on a des retours extrêmement positifs des enseignants. Donc j'imagine qu'il y a des suites intéressantes à ce que l'on propose. Je ne suis pas maire depuis longtemps, mais dans mes premières prises de parole, je parlais tout le temps de la chance qu'on avait. Enfin, moi, je fais partie d'une génération qui n'a jamais connu la guerre. Et malheureusement, ça s'est dégradé. On le voit à l'Ukraine. Alors, je pense que plus qu'hier, aujourd'hui, que les enfants passent ici et justement fassent cet apprentissage pédagogique, ça me paraît complètement nécessaire. Donc, c'est un outil pour l'avenir. Alors évidemment, on ne s'adresse pas de la même manière aux élèves d'école primaire et aux collégiens et aux lycéens. Là où avec les collégiens et les lycéens, on est plutôt sur la compréhension de ce qui s'est passé dans la tête des bourreaux. Avec les plus petits, les plus jeunes, les élèves de CM1, CM2, on essaye plutôt de leur faire comprendre que le contexte est différent, de les faire relativiser, dédramatiser le sujet, en leur faisant prendre conscience que un massacre comme celui de Mayet, aujourd'hui en France, est quelque chose d'inenvisageable.
Et surtout, on essaye de leur faire prendre conscience du fait qu'on est encore dans un pays en paix, qu'on a énormément de chance, et que par rapport à nos ancêtres, il y a quelques générations, on s'entend extrêmement bien avec nos partenaires allemands. Et ce qui est toujours rigolo, c'est de leur faire remarquer à l'issue de leur visite qu'ils vont pouvoir, par exemple, pique-niquer sur des tables de pique-nique qui ont été fabriquées par des jeunes Français et des jeunes Allemands, dans le cadre d'un partenariat que l'on mène depuis plusieurs années. Au départ, c'est une initiative allemande. C'est des élus, je crois, de Cologne qui ont sollicité la Maison du Souvenir pour permettre à des jeunes Allemands en grande difficulté sociale, familiale, voire même parfois judiciaire, de rencontrer des Français qui sont dans la même situation pour qu'ils puissent visiter ensemble un lieu de mémoire. Donc ça fait 13 ans que chaque année, on reçoit ces deux groupes, groupe de jeunes Français et groupe de jeunes Allemands. Ils visitent ensemble la Maison du Souvenir. Et en parallèle, ils mènent un chantier. Voilà, ils ont travaillé dans le cimetière de Maillé, ils ont créé la boîte à livres de la commune. Ils ont toujours un chantier pour apprendre à travailler ensemble. Malgré la barrière de la langue, finalement, on essaie de dépasser les préjugés et se forcer à trouver des moyens de communiquer pour mener à bien un travail en commun. C'est un projet qui est extraordinaire. Et puis en plus, je trouve que dans un lieu de mémoire, dans un village martyr, que des élèves qui sortent après avoir entendu parler d'une histoire de massacre puissent pique-niquer sur des tables fabriquées ensemble par des jeunes Français et des jeunes Allemands, il n'y a pas de plus beau symbole de réconciliation et de paix. Alors Maillé, c'est une commune, évidemment, qui n'est pas tout à fait comme les autres, puisque cette partie mémorielle, elle vient en plus. Donc ma mission en tant que maire, c'est évidemment faire vivre la mémoire, écouter beaucoup, c'est les gens, les quelques survivants qui restent, pendant qu'il est encore temps. Par exemple, cette madame Chedozo, que je vous disais tout à l'heure, rescapée, donc... Là, dans le cadre du 80e anniversaire, elle sortait de la poste, elle me dit vous savez, à mon âge, j'ai plus envie de parler, de raconter cette histoire, j'ai plus envie d'en parler, j'ai plus... Alors, je lui ai simplement répondu, j'écoute Mme Chedozo, vous ferez bien ce que vous voudrez. Libre à vous. Mais sachez que vous êtes les derniers survivants. Derrière vous, il n'y aura plus de paroles, il n'y aura plus de témoignages. Et donc, quelques jours après, j'ai appris qu'elle avait pris rendez-vous pour témoigner. Et en même temps, on a eu l'occasion de discuter 2-3 reprises où elle m'a raconté son histoire. Bon, c'était un superbe échange. Voilà. C'était vraiment humain. Je suis un peu ému parce que j'ai vécu cette année, lors du 80e, certainement à des moments les plus émouvants de ma vie. Mais à côté de ça, il y a la vie de la commune. Et ça, je suis très attaché aussi à cette vie, à ce dynamisme entre associations, à faire vivre la commune autant qu'on puisse. Je veux que Maillé soit une commune de vie. Une commune de vie. Même si elle a subi, à un certain moment de son histoire, un massacre d'ampleur. C'était, pour vous, le 9e épisode de Terhistoire, consacré à la Maison du Souvenir de Maillé. Avec par ordre d'apparition au micro, Michael Cortot, Romain Taillefer et Jean-Jacques Roy. Pour retrouver toutes les informations sur ce lieu, ses activités et ses prochaines actualités, vous avez tous les liens utiles dans le descriptif de cet épisode. Et pour être informé de la sortie du prochain, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute favorite ou suivez les réseaux sociaux de la région Centre-Val de Loire. À très vite dans Terhistoire.